Alexandre Juvin-Brunet, vous faites partie de ces militaires qu'on peut qualifier de lanceurs d'alerte, puisque vous avez alerté notamment sur l'islamisation rampante au rang de l'armée, dans les rangs de l'armée française. Dernièrement, suite au coup d'État malien, la France a suspendu ses opérations militaires conjointes avec l'armée malienne. Un moyen finalement d'alerter aussi sur ce fait. De nombreux soldats français refusent d'aller se battre contre des islamistes au prétexte qu'ils partagent la même foi. Est-ce que ce mythe qu'on entend dans divers blogs, divers voix sont souvent mal sourcées, est-ce que c'est un mythe ou est-ce que c'est une réalité déjà? Alors, merci pour votre invitation. C'est une absolue réalité. Les anecdotes ont déjà été livrées dans une première lettre que j'avais publiée sur le site Place d'Armes avec les confrères Moreau et Bernadac, donc pour parler de l'islamisation rampante dans les armées, parce que ma plus grande préoccupation, c'est que si demain les forces de première et deuxième catégorie, c'est-à-dire police, gendarmerie, CRS et mobile, sont dépassées par une possible insurrection, les forces de troisième catégorie, l'armée, devront intervenir sous l'état d'urgence. Mais si elles interviennent, il faut s'assurer qu'elles soient pleinement opérationnelles. Et pour être pleinement opérationnelles, il faut qu'elles soient absolument cohérentes dans leurs effectifs et qu'il n'y ait pas une seule brebis galeuse dans leurs effectifs. Or, les brebis galeuses existent, et j'ai voulu donc en parler. Elles existent depuis 1990. Donc ça fait 30 ans qu'on les voit, qu'on les observe, qu'on fait des rapports, qu'on remet ces rapports à tous les politiques. Et donc les conflits comme les conflits afghans, les conflits syriens, mais aussi les conflits libyens et maintenant le conflit au Sahel ne vont faire qu'exacerber les tensions sur nos forces armées qui sont confrontées à des contradictions. On engage dans nos rangs de très valeureux soldats qui sont parfois de toutes les origines ethniques, et c'est très bien, mais certains sont des binationaux. Premier point d'interrogation majeur. À qui est leur allégeance, premièrement. Mais ensuite, une fois que ces personnes retournent sur les terres de leurs ancêtres, où ils ont gardé en fait des liens culturels, cultuels, mais aussi de sympathie toujours actuels, comment réagissent-ils? Par exemple, je vous repose une question, car j'ai eu une source récemment qui m'en a parlé. Que se passerait-il si demain il y avait de la désertion dans les rangs des armées françaises, désertion limitée certes, avec des compatriotes français servant sous le drapeau français et désertant au motif de rejoindre leur pays ou les troupes en face avec armes, munitions et transmissions? Et ça, c'est une réalité, ce dont vous parlez, c'est quelque chose qui s'est déjà produit ou est-ce que c'est quelque chose qui risque de se produire? Les sources qui m'ont envoyé cette information me l'ont confirmé. Je dois les garder confidentielles pour rester discret sur leur origine. Mais effectivement, dans tous les tours opérationnels, toutes les rotations des différents régiments, les forces armées ont été confrontées à ça. Bien entendu, c'est la grande muette. Bien entendu, c'est du confidentiel défense, voire du secret défense, et c'est très bien. Et c'est très bien. Mais le Sahel est un endroit de choc. Et le choc, en fait, exacerbe les identités et exacerbe les fragilités. Donc les fragilités qu'on a pu voir dans l'armée française, ces fragilités existent en France. Donc le Sahel ne va être qu'en fait qu'un catalyseur de problèmes futurs. Comme l'a été jadis d'ailleurs l'Algérie, il y a plus de 60 ans, qui a été entre guillemets, un grand laboratoire social et sociétal de ce qui nous arriverait 60 ans plus tard. On n'a pas voulu en garder les leçons. Et donc maintenant, nous nous retrouvons face aux mêmes problèmes. Les problèmes qui ont touché nos professeurs décapités, nos assistants administratifs dans les commissariats, poignardés, tous ces problèmes, tous ces attentats, c'était les mêmes attentats et les mêmes typologies en 1954, quand le conflit a démarré en Algérie. C'était la même chose. On est sur un ennemi de l'intérieur, ça, on a l'impression d'enfoncer des portes ouvertes en disant ça. Néanmoins, en fait, on est dans une situation un peu inextricable parce qu'on peut pas du jour au lendemain, pour quelques brebis galeuses, par exemple, interdire le métier des armes à des compatriotes de confession musulmane au nom du principe de précaution. C'est pas quelque chose qui est souhaitable en soi. Oui, non, sûrement pas. Il ne faut pas justement le principe en fait de tolérance religieuse, culturelle est un principe fondamental de nos démocraties modernes. Par contre, cela n'empêche pas que les services de renseignement, les forces armées et les forces de police fassent un travail encore plus abouti, encore plus exigeant. Parce que vu justement qu'on tolère beaucoup de choses, il faut qu'en face, l'outil de filtrage, l'outil de criblage et l'outil de renseignement soient encore plus efficaces qu'avant. Parce qu'auparavant, si on avait moins de tolérance, on pouvait, on va dire, un peu plus tailler dans le vif, ce qui n'est plus possible actuellement. Donc cette tolérance implique un plus grand professionnalisme.
donc une plus grande précision et une plus grande application dans les missions d'investigation administrative ou judiciaire permettant d'environner les personnes, pour s'assurer qu'elles disposent bien du bon environnement, du bon profil moral, pour avoir certaines habilitations confidentielles défense, voire secret défense, voire avoir accès à certains systèmes d'armes ou certains systèmes de transmission. C'est fondamental. Le problème est double en fait, puisque d'un côté on a cette armée qui est infiltrée par des islamistes, mais ce problème-là se voit aussi dans la police, dans la gendarmerie et dans tous les corps en fait de l'État. Et en même temps, on a ce problème de défiance des Français vis-à-vis justement de ces symboles d'autorité que sont notamment la police et aussi la justice. Il y a une perte de confiance totale. C'est quoi le problème finalement? C'est la société qui a évolué, c'est la police qui a failli dans sa mission, c'est la justice? Enfin, quel est le problème en fait en réalité dans ce pays? C'est les politiques? Le problème principal de la perte de confiance dans les forces de police ou les forces militaires est toutefois très limitée. Quand on parle de perte de confiance, on se rend compte en fait dans les dernières études d'opinion et les sondages que plus de 75% des Français accordent une confiance absolue dans l'outil militaro-policier français. Par contre, les sondages sont beaucoup moins élogieux pour la justice. Pourquoi? Parce que les Français sont parfaitement conscients et ont la mémoire même de leurs histoires personnelles, quand ils ont vu par exemple des interpellations se produire. Les interpellations, c'est des remises à la justice, et quand des délinquants avérés ayant commis des délits, voire des crimes très graves, sont soit remis en liberté pour des vices de procédure, soit ne subissent que de la prison avec sursis, ou portent un bracelet, et pire encore, en portant un bracelet, ils recommettent des délits, voire des crimes de sang. Alors là, les Français sont en divorce total avec leur système judiciaire. Si la justice ne se réforme pas très vite, on va vraiment sur une catastrophe qui est déjà quotidienne en fait. Ça a commencé avec la tribune des généraux publiée dans l'hebdomadaire Valeurs Actuelles, qui a continué avec une deuxième tribune. Là-dessus, des policiers ont écrit des tribunes aussi, des gendarmes comme vous notamment. Finalement, c'est extrêmement grave de voir que la grande muette, de voir tous les serviteurs de l'État dont vous faites partie, sont forcés en fait de se muer en lanceurs d'alerte. Et on a vu d'ailleurs les réactions politiques qui, au lieu de regarder la Lune, ont pointé le doigt qui pointait la Lune en fait en réalité. On s'attaque aux messagers pour éviter d'avoir à lire le message. Et concrètement, c'est ça que vous vivez en ce moment? Oui, absolument. Le problème, c'est que on parle d'une notion de grande muette et du devoir absolu de réserve. Mais en fait, il faut enlever le devoir absolu de réserve. Car les militaires, enfin les soldats, aviateurs, marins et leurs officiers commettent des rapports. Ils rendent compte en permanence de ce qui se passe dans les armées ou de ce à quoi ils sont confrontés. Et dans ces militaires, je mets aussi les militaires de la gendarmerie, parce que ce sont aussi des militaires. Hein. Et les policiers, bien sûr, rendent compte systématiquement, font des synthèses, des notes de renseignement, qui remontent systématiquement au ministre. Donc, les militaires et les policiers et les gendarmes sont parfaitement au fait de tout ce qui se passe, ils rendent compte, mais quand tous les rapports sont sur le bureau des ministres depuis plus de 40 ans, et que la situation se dégrade parce qu'il n'y a aucune prise en compte politique réelle, avec une volonté forte de faire table rase d'un passé où on était laxiste. Il faut qu'on arrête. Il faut qu'on revienne au grand Charles. Alors il y a eu Charles de Gaulle, bien sûr, mais il y a aussi Charles Pasqua. Il faut qu'on revienne au grand Charles Pasqua. C'est-à-dire qu'il faut qu'on terrorise les terroristes maintenant, si on veut parler de l'islam. Parce qu'il ne faut plus laisser ni les policiers, ni les gendarmes, et encore moins les citoyens, bien sûr, être terrorisés, être dans la peur d'un possible attentat terroriste. S'il y a des germes d'attentats terroristes possibles en France, il faut qu'on extrait ces germes, et que ces germes ne soient plus en circulation. Donc si on a des radicalisés fichés S, qui ont en plus des accointances qu'on pourrait ensuite voir en plus avec du renseignement électronique, on pourrait voir de qui ils reçoivent des messages, différentes choses, avec les plateformes électroniques, avec le dark web, toutes ces choses-là, on est en capacité de les suivre. Donc dès qu'on a des preuves administratives avérées, ces preuves administratives, qu'est-ce que font les services de renseignement? Ils font des notes blanches, tout simplement, et ils remettent ces notes blanches au magistrat, qui devient en fait du renseignement judiciaire ensuite. Donc ensuite, c'est judiciarisé. On a toutes les capacités pour avoir tout le pédigré de ces personnes et leur passage à l'acte. Parce que quand vous acclamez des actions terroristes, vous êtes déjà avec le parti des ennemis.
Et je précise bien, ce n'est pas des adversaires, ce sont des ennemis. Vous avez des adversaires politiques dans le champ républicain ou dans le champ démocratique. Globalement, on est dans le même régime et dans le même système de valeurs. Mais quand des personnes veulent déraciner votre système civilisationnel, ce sont des ennemis. Et les ennemis, on les traite de façon guerrière. Donc le système de justice n'est plus adapté à cette guerre. Il faut qu'on ait une justice d'exception, qu'on revienne aux tribunaux militaires, il faut qu'on refasse la guerre. Vous parliez de peur, vous parliez de guerre, vous avez certainement suivi cette polémique qui enflamme la toile depuis 2 jours. Jean-Luc Mélenchon qui a tenu des propos complotistes, limite scandaleux ce week-end sur le service public. Jean-Luc Mélenchon, lui, parle justement de ces faits, de ces attentats mis en avant pour favoriser un climat de haine à l'égard des musulmans et une préparation de guerre civile. La guerre civile, c'est un mot qui était utilisé uniquement par l'extrême droite il y a une trentaine d'années, qui est un mot qui est en train de venir dans le débat public, ce qui montre aussi que la situation d'ailleurs s'envenime assez gravement. Est-ce qu'on en est au point où on peut s'attendre à une guerre civile et si oui, de quelle intensité d'après vous? Eh bien, la guerre civile n'est pas quelque chose de souhaitable, bien entendu. La guerre civile, des personnes qu'on remercie, comme par exemple Michel Onfray, ont eu le courage d'affirmer que nous vivons une guerre civile larvée. Donc on pourrait parler de guerre civile déjà de relative basse intensité. Et c'est le problème, en fait, de la notion d'insurrection et de contre-insurrection, dont j'ai parlé dans le document que j'ai publié il y a 1 mois, où quand, dans une phase insurrectionnelle, les ennemis déclarés d'un système civilisationnel l'infiltrent, le noyautent, comme c'est déjà le cas dans nos administrations, nos associations, nos partis politiques, mais également la préfecture de police, la gendarmerie, et je ne pense pas trop les services de renseignement qui sont relativement épargnés. Ce noyautage permet ensuite d'avoir des renseignements et d'alimenter en fait des coups, voire des attentats. Je rappelle à M. Mélenchon, s'il nous regarde, que Michael Harpon était un islamiste qui a commis un attentat avant d'être abattu et il a transmis possiblement, je dis bien possiblement, donc des fichiers, car il avait accès à ces fichiers, sur la plupart des profils d'agents de la DGSI qui réalisaient en fait des traques. Des investigations. Donc c'est très grave. Donc ce noyautage, c'est ce qu'on appelle l'insurrection, la préparation de l'insurrection. Ces personnes-là veulent en fait faire un rapport du faible au fort. Ils sont dans l'asymétrie. Ils sont faibles, ils ont peu d'effectifs, mais ils veulent en fait cristalliser un conflit pour ensuite pour lever les masses et créer une véritable guerre. Et c'est ça qu'il faut absolument éviter. Donc si on veut l'éviter, il faut frapper fort sur les noyaux durs. Frapper fort, très fort. Et si on fait ça, nous n'aurons pas de guerre civile. Et on l'aura évité. On l'a fait en Algérie, mais la défaite ensuite a été politique. Est-ce qu'il y a des politiques qui, par leur compromission avec l'islamisme, avec ce qu'on appelle l'islamo-gauchisme, est-ce qu'il y a des politiques qui, selon vous, sont sortis de ce champ démocratique et républicain? Alors, à mon sens, mon opinion personnelle, Alexandre Juring-Brunet, oui. Ils sont très largement sortis du champ démocratique et républicain, car ils ont été, au mieux, ils ont été les idiots utiles d'un mouvement qu'ils ne comprennent pas. Au pire, ils l'ont parfaitement compris, parce que ce sont des gens très intelligents. Et là, c'est une attitude qui confine presque à la trahison. Que ces gens-là fassent très attention. Parce que l'histoire prend du temps, mais l'histoire, on va dire, peut bégayer. Et si on arrive sur des zones, on va dire des moments de conflit exacerbés entre communautés en France, je rappelle que le communautarisme n'est pas un principe français. Les communautés n'existent pas en France. On est vraiment un principe un et indivisible. On est un peuple, une nation. Si ces personnes-là, par clientélisme électoral, simplement pour leur petite réélection de leur petite personne dans tel et tel cabinet départemental, municipal et j'en passe, acceptent de l'argent, acceptent des faveurs électorales, acceptent des votes simplement pour le pouvoir, ça pourra être considéré un jour comme de la trahison.